Michel Cotta, de quoi va-t-on parler? D'une crise probable, peut-être l'une des plus graves de la Ve République, parce qu'elle va engager non seulement le Premier ministre, François Bayrou, mais aussi le chef de l'État qui va se retrouver au centre de la crise. Alors, qu'est-ce qui va la provoquer? C'est la décision de François Bayrou de solliciter le vote de confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain sur une déclaration de politique, sur sa déclaration de politique générale sur les enjeux budgétaires, parce que la France est au bord du surendettement. Et ça, je regardais un calcul par rapport au produit intérieur brut, nous sommes à 114% de déficit par rapport au PIB, au produit intérieur brut, ce qui est énorme, ce qui n'est pas viable. Et donc, si le Premier ministre est battu, ce qui est probable, dès lors, le président de la République lui-même va se retrouver au centre de la crise. Vous êtes d'accord? Oui, d'autant qu'il a, le président de la République hier au Conseil des ministres a, tout à fait soutenu vraiment, très fort la position, de François Bayrou. Il avait encore, peut-être même si ça avait été convenu, entre les 2 hommes pendant le mois d'août, même s'ils en avaient parlé très souvent et cetera, mais et même au dîner, de Brégançon où, François Bayrou avait été convié. Donc ils ont beaucoup parlé de ce problème. Au début de la dette, au début, François Bayrou, était par sa présence même, l'ennemi de la dette. Ça fait 30 ans en France qu'il se bat contre la dette, 30 ans, qu'il souligne les difficultés et même l'impossibilité pour la France de continuer sur ce rythme. Au fond, c'est son combat. Alors sur son combat, il a décidé de le livrer frontalement, courageusement, mais peut-être d'une manière intrépide, hein, on va voir effectivement, parce que à l'heure qu'il est, tous les votes, tous les partis annoncent qu'ils votent contre, sauf, un certain nombre de partis qui quand même appartiennent à l'axe central, de la majorité, du mouvement, on dit la majorité, c'est vrai, De la Macronie. la Macronie si vous voulez, qui est devenu un peu le bérouisme, si tant est que le mot, soit employable. Bon, donc c'est effectivement une crise grave de la Ve République, 2 une décision tout à fait personnelle et peut-être contestable d'ailleurs, mais ça on en parlera, de François Bayrou. Moi je trouve que c'est très courageux, hein, et qu'en effet il fallait vider l'abcès. Voilà, tout le reste, les mesures à apporter, c'est rien. Heu, on tombe toujours d'accord, on peut toujours d'accord, on peut tomber d'accord et puis même, imposer un certain nombre de choses. Mais, heu, le fait est que, si on ne reconnaît pas que la dette est un problème et qu'il faut économiser, si les partis continuent à demander plus d'argent, si tous les groupes sociaux, tous les syndicats, continuent à demander plus d'argent, c'est sûr qu'on va droit vers le mur, voilà. Et vous croyez que ça n'est pas possible de rallier, par exemple, le Rassemblement national? Parce que il lie sa cause avec celle de la France insoumise, le Rassemblement national, Oui, mais, là en votant contre François Bayrou, heu, oui. c'est voter évidemment de la même manière Tout que à la fait, France moyennant quoi ils ont insoumise. prévenu, je pense qu'en effet, on pouvait supposer que le Rassemblement national ne se rallierait pas aussi facilement à la cause de Jean-Luc Mélenchon. Mais, c'est pas le problème, mais heu, ils ont dit qu'ils votaient contre et leur position à eux, c'est quand même elle a été un peu calmée à un moment donné parce que, François Bayrou a fait attention à Marine Le Pen et cetera. Et puis, brutalement, à partir du mois de juillet, il n'a plus répondu à une lettre qu'elle lui a envoyée, il n'a pas répondu et donc c'est ça qui a déclenché absolument le phénomène, la colère du, Rassemblement national et qui entraîne, à mon avis, par 2 fois déjà, un et Marine Le Pen et Jordan Bardella aient dit qu'ils ne voteraient pas la confiance. Donc, à Ils mon vont même avis. plus loin. Bardella va même plus loin. Il remet en cause quasiment la destitution du chef de l'État. Alors, en effet, le mot destitution avait été employé pour la première fois par Jean-Luc Mélenchon, qui y tient et qui réitère, sa volonté de, proposer un texte de dissolution de j'allais dire de licenciement carrément du président. Mais, bon, la destitution, ça n'est pas acquis, moyennant quoi c'est un geste qui montre à quel point, et le Rassemblement national et
le LFI pousseront le bouchon jusqu'au au bout, quoi. Maintenant, à mon avis, c'est pas, le le, le vote des 2 n'est pas rattrapable, même s'ils sont ensemble, ils se différencieront après, on verra bien. Mais à mon avis, ça, il n'arrivera pas à retourner dessus. Alors la seule, sa conviction est que député par député, on peut, quand même retourner la situation et à une dizaine de voix près, avoir la confiance. Mais il faudrait pour cela que le parti socialiste soit d'accord. Or, le parti socialiste, même si de temps en temps il veut s'en échapper, est quand même, sous la houlette, des insoumis et en plus les élections, municipales s'annoncent, heu, la gauche a besoin d'être unie dans beaucoup de cas et donc on voit mal, c'est un mauvais moment pour susciter, la division entre les 2. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, vous ne croyez pas que parce qu'il va se battre, là, Bayrou a Ah, il se bat, il l'a annoncé qu'il dit va dans se battre, l'Express, bat comme un chien, ouais. député par député et s'il faisait des concessions, 2 concessions, par exemple, au Rassemblement national, supprimer l'aide médicale d'État, l'AME, et diminuer la cotisation de la France, que la France verse à l'Union européenne. Ce serait possible. Mais est-ce que vous croyez qu'il il peut aller jusque-là? Je pense que non. Le relevé médical assisté, oui, c'est possible, hein, à mon avis, la contribution à l'Europe, ce serait une très mauvaise idée d'ailleurs parce qu'en ce moment, justement, où la situation de faiblesse de la France fait que l'Europe le considère comme, le pays malade de l'Europe, c'est pas le moment de narguer l'Europe en retirant, des fonds financiers à son fonctionnement. Ça me paraît difficile, ça me paraît inacceptable. Ça, il ne l'acceptera pas et puis dans sa démarche, qu'il nous a expliqué, souvent, dans sa démarche, il y a deux caps, vous voyez? Le premier cap, le plus important, c'est de dire: «Nous sommes tous d'accord», où il y a une majorité en France pour dire que la dette est un problème et qu'il faut régler le problème. Ça, c'est le première étape. Et vous voulez que la deuxième étape, c'est-à-dire la négociation mesure par mesure, soit après. Mais on voit bien que pour avoir la confiance dans la première étape, il est obligé maintenant de laisser un peu de lest, et du côté, des patrons et du côté effectivement, de la gauche en disant, taxation des plus hauts revenus, oui, bon, mais est-ce que ça va séduire? En fait, tout se passe sur le parti socialiste, voilà et une partie, du groupe des indépendants, vous savez, autour du groupe Lyot à l'Assemblée nationale, dont on ne sait pas très bien quelle est leur inspiration vraiment et ni quelle est leur finalité. Mais ça peut-être que là-dessus, il peut avoir une petite marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, de toute façon, face à 2 oppositions extrémistes, est très difficile. Mais pour nous qui suivons, la Ve République quasiment depuis ses débuts, depuis que le général de Gaulle l'a instaurée, Oui. Michel, nous sommes un certain nombre, notamment, heu, à se dire que la situation de la France sur le plan financier n'est pas viable, n'est plus viable. On le sait, le surendettement. Le Premier ministre l'a très bien expliqué et ça quand même les députés peuvent l'entendre. Les députés peuvent l'entendre, mais vous savez, ça c'est, il disait lui-même d'ailleurs, François Bayrou dans les semaines qui précèdent là, il disait que depuis la fin juillet, il voyait des tas de gens, des politiques, des non politiques, des patrons, des syndicalistes à qui, à qui il disait, à qui lui disait: «Ah c'est très courageux votre position sur la dette, c'est très courageux. Mais alors, c'est pas nous qui payons». Alors il m'a dit: «Mais on peut faire même c'est une comédie du pouvoir». C'est-à-dire les gens viennent dire: «Oui, c'est très bien, bravo, vous avez raison, mais alors, moi des sacrifices, j'en fais pas». Donc vous voyez, c'est quand même un état plutôt, moi je trouve, de la société française qui est préoccupant quand même. Parce qu'on pourrait tout à fait, après tout, il n'y aurait pas heu, d'antagonisme à dire, il n'y aurait pas de contradiction à dire: «Oui, on est tous d'accord, il faut faire quelque chose pour la dette» et donc de voter pour une majorité le 8 septembre. Et après, de dire: «Oui, mais on n'est pas pour ces mesures-là» et donc de refuser la confiance pour le budget. Ça, c'est autre chose. Mais au fond, ce serait normal, ce serait ça
la bonne marche des choses. Oui, on est d'accord sur un objectif, et 2, après on discute des mesures, donc il est au fond obligé, on voit bien qu'après sa déclaration, de, sur le 8 septembre, il est obligé maintenant, de commencer à dire: «Mais, sur les hauts salaires, sur les pas les hauts salaires, sur les hauts revenus, on peut peut-être faire quelque chose, on peut, améliorer». Donc c'est un langage, il rentre déjà dans les mesures à faire et il rentre déjà dans les concessions, ce qui est tout à fait, naturel et enfin, il est impossible de faire autrement. Voilà, il y a 2 étapes effectivement dans son esprit différentes, mais que les gens ramènent à une seule, considération qui est, heu, est-ce que, on va rogner sur nos budgets? Mais seules la Grèce et l'Italie font moins bien sur le plan des finances publiques que la France. Et encore maintenant, Et encore, la Grèce, c'est plus le cas. la Grèce qui a été placée sous tutelle du Fonds monétaire international, ce que risque la France d'ailleurs, et l'Italie avec les réformes de Giorgia Meloni, a été extrêmement efficace. Et les réformes avant quand même, qui ont été faites par le gouvernement précédent, avant sa Avec désignation. Draghi. Oui, avec Draghi qui quand même a fait, énormément de choses et puis au contraire, on a l'impression que ces Italiens-là, heu, Draghi en particulier, étaient tout à fait, adaptés à la situation puisqu'il a été à la fois, européen et commissaire européen et à la fois, italien et sachant exactement où il fallait, puiser des ressources pour s'en sortir. Là, la France, non et par rapport à la Grèce et à l'Italie, la France est très en retard. Je compte même pas l'Espagne, qui en ce moment, sur le marché, international marche très bien. Le commerce international de l'Espagne marche mieux que le nôtre. C'est quand même il y a quelque chose quand même de C'est extravagant, nous sommes à la traîne. ah, C'est extravagant. on est à la traîne et surtout on ne voit pas le débouché. On voit pas le débouché. On voit, effectivement qu'il peut y avoir, une grande interrogation politique après le 8 septembre, si jamais François Bayrou n'a pas la confiance. S'il a la confiance, bon, ça apparaîtra pour tout le monde comme, une victoire. C'est bien ça d'ailleurs que l'opposition veut éviter. Mais, s'il n'a pas la confiance, alors le président de la République qui l'a soutenu dans sa démarche, est-ce qu'il va pas être en première ligne? Oui, Ben, il est en train de toute façon, par la déclaration qu'il a pu faire au Conseil des ministres, vous oui. l'avez souligné tout à l'heure, il a lié son sort à François Bayrou. Alors qu'est-ce qui lui reste qu'est-ce qui lui reste comme solution? Heu, Nommer un premier ministre, de ses amis comme ou du gouvernement actuel. Par exemple, on parle, évidemment de la ministre du Travail, Catherine Vautrin ou du ministre de la Défense. Mais, est-ce que, ça n'apparaîtra pas, vis-à-vis des oppositions comme une sorte de défi? Ça, non, on va pas recommencer. Bon, alors, est-ce qu'il peut nommer quelqu'un à l'extrême gauche? Ça, c'est pas possible parce qu'on sait très bien qu'alors le Rassemblement national prendra ses distances à ce moment-là et aussi le groupe central. Bon et voilà, est-ce que ça n'est pas lui? Alors, j'écoutais, hier effectivement, l'ancien premier ministre, qui, disait, «On ne peut pas exclure, une dissolution», Édouard Philippe, hein, et c'est ce qu'il a dit, hier, «On ne peut pas exclure une dissolution». Donc une nouvelle dissolution. Vous voyez ce que c'est déjà, dans la vie publique, ce que ça veut dire comme arrêt, arrêt de la marche, politique, économique, du pays, pendant un certain temps. Bon, vous voyez déjà la dissolution, une deuxième dissolution en 2 ans, difficile. Et donc, il va et en effet être attaqué lui-même sur sa présence et son action, à la tête de l'État, hein. Je ne vois pas comment on peut éviter une mise en cause, d'Emmanuel Macron. Il doit s'en douter, hein, et comme il le sait depuis longtemps, la décision de Bayrou et qu'il a prise avec lui, on peut penser qu'il a, préparé ses arrières. Mais franchement, à l'heure qu'il est, heu, je ne vois pas lesquelles. Mais pourquoi, je on a déjà fait allusion à ça, pourquoi ce qui est possible en Allemagne, pourquoi ce qui est possible en Italie ne l'est pas en France? Pourquoi l'opposition n'est pas capable de monter dans le train, en quelque sorte, justement, des réformes et des enjeux budgétaires? Parce qu'elles sont essentielles, elles sont névralgiques.
Oui, pour l'avenir du pays. une alliance était possible, des alliances étaient possibles comme en Allemagne, avec un parti social-démocrate. Après tout, l'Allemagne le fait, mais il y a plus de parti plus de parti social-démocrate. Par la force des choses et par la force des élections, on a l'impression qu'il y a, les insoumis dominent complètement la gauche et que, quoi qu'il se passe, on ne peut pas les détacher. Il y a toujours une bonne raison de ne pas se détacher. Mais au sein du Parti socialiste, il y a quand même un ancien chef de l'État, François Hollande, qui lui d'ailleurs était plutôt modéré sur le Oui, tout à fait, comme Bernard Cazeneuve d'ailleurs, oui. Et oui, d'accord, mais il est minoritaire. Alors, être minoritaire pour un ancien président dans son propre parti, vous voyez, c'est quand même, assez préoccupant pour François Hollande pour qu'il soit obligé, de négocier, de rester dans une ligne qu'il ne de partage pas tout à louvoyer, fait. quoi. De louvoyer, donc il louvoie. Alors, bon, il peut s'abstenir et vous savez comme c'est un vote, où il faut être présent, il peut être absent, mais enfin, ça ne résoudra je crains que ça ne résolve pas en tout cas, la solution de François Bayrou passe par la division du Parti socialiste, où il arrive ou il n'y arrive pas. Voilà. Ce qui me semble d'autant plus intéressant dans votre analyse et votre intervention, Michel, c'est que vous voyez très régulièrement le Premier ministre, puisque vous êtes en train de réaliser avec Patrice Duhamel un document. Non, ce qui est intéressant, c'est d'avoir fait son parcours avec lui, puisqu'on l'a vu une fois toutes les 3 semaines, mettons, depuis le début, de ces 8 mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, il est arrivé avec l'idée, déjà, de, faire une dramaturgie autour de la dette. Bon, il est arrivé, c'était son combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc et progressivement, on a vu qu'il a installé ce débat et il a cru, parce que c'est quelqu'un qui croit à la démocratie, il a cru qu'il pouvait convaincre l'un après l'autre les Français. Mais, bon, les Français, ils sont comme, les hommes politiques finalement, puisqu'ils les ont élus d'ailleurs, hein, c'est de leur faute s'il y a une telle, enfin c'est de leur faute, c'est de leur, après leur jugement, après leur vote, qu'il y a ces 2 extrêmes, un à gauche, l'autre à droite. C'est eux au fond qui ont organisé la confrontation. Alors évidemment, dans un pays, qui est à ce point divisé, avant il y avait la gauche contre la droite et puis la création du centre, d'un centre, par Emmanuel Macron, hein, tous ensemble, unissons-nous tous ensemble et on arrivera à faire quelque chose. Ça c'est le thème de Bayrou, négocions et on arrivera à une position commune. Ben, finalement ça fait jaillir, 2 forces extrêmes considérables. Qui bloque quand même la situation, qui si elle La s'allie France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. donc ça, c'est vraiment une situation tout à fait française. En Allemagne, en Espagne, on a un mouvement, d'ultra-droite très présent et qui grossit sans arrêt. On voit bien que l'UFD en Allemagne, grossit sans arrêt, mais elles ne sont pas arrivées à 2 poids lourds à gauche et à droite qui tiennent qui tirent le guidon chacun de leur côté, mais de temps en temps qu'ils tirent ensemble. En Italie aussi, ils ont finalement progressé. En Italie, bah, bien sûr, Giorgia Meloni mais Giorgia Meloni est une dirigeante très avisée, hein. On a vraiment l'impression qu'elle mesure absolument ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Très astucieuse. Elle est européenne, elle est pro-européenne, mais elle est aussi pro-américaine, bon. Mais elle arrive heu, dans ce symposium européen à faire entendre sa voix et en Italie, à imposer certaines des réformes. Heu, on, on ne les connaît pas, dans le détail, mais on sait que progressivement, les rapports sociaux s'inversent un peu, heu les, revenus sociaux, sont plus taxés, on voit bien qu'elle, mène sa barque, à sa manière, à la manière italienne, avec sa voix tonitruante, hein. C'est drôle qu'une je dis ça parce que c'est drôle qu'une toute petite bonne femme, parce qu'elle est vraiment toute petite et cette voix tonitruante de maman italienne qui est enfin bon, mais enfin, elle tient la corde, hein. Elle tient, enfin, je veux dire, elle tient le système et elle le verrouille. Heu, donc Mais l'énergie qu'elle développe est inversement proportionnelle à sa taille. C'est c'est étonnant. mais enfin, donc c'est vrai que dans un pays quand même, une sorte d'extrême droite, c'est quand même est arrivé au pouvoir, mais enfin,
modérée par le personnage de Giorgia Meloni. Mais nous, par rapport à l'Espagne, parce que notre situation vis-à-vis de l'Allemagne a toujours été, un peu d'infériorité depuis des années. L'Allemagne avait un commerce extérieur formidable, nous pas, des grosses, C'est la des première grosses économie d'Europe. industries, c'est la première économie d'Europe et nous pas. Bon, enfin bon, on a des atouts comme dirait Mélenchon, mais on a des atouts, ça c'est sûr, mais qui ne suffisent pas, on sait bien. Bon, donc c'est vrai qu'il y a une crise particulière à la France, particulière aux Français, il faut dire sans leur faire porter la faute. Après tout, on est tous des Français, hein, on a tous des votes, on est tous, bon donc on est soumis à la démocratie. Mais est-ce qu'on n'est pas au bout du système? Voilà, est-ce qu'on n'est pas au bout de la Ve République? Et moi finalement, moi qui la regarde depuis très longtemps, Et quoi d'autre? Je ne sais pas, mais je vois que dès que Nicolas Sarkozy est arrivé, au pouvoir en 2012 à l'Élysée, il a été immédiatement attaqué. Vous vous rappelez les papiers sur, le Fouquet's, où il avait rencontré, des industriels, des hauts personnages et cetera, qui ont déclenché des critiques dès qu'il a été élu. Après, ça a duré un temps, mais enfin bon, heu, il a été, vraiment très, très attaqué, à la mi-mandat, mettons, à partir de la mi-mandat. Hollande, lui, il est arrivé, 5 semaines plus tard, l'état de grâce était terminé, c'était fini et il a eu des problèmes et il n'a pas pu se représenter. Quant à Emmanuel Macron, le climat de haine autour de lui est quand même absolument inconnu sous la Ve République et c'est uniquement parce qu'il est président de la République, au fond et qu'il est centriste, donc il reçoit les coups des 2 côtés. Ça montre qu'il y a quelque chose ne va plus dans la Ve République, quelque chose ne marche plus dans la Ve République. Donc je ne sais pas si finalement on n'est pas à un terme, démocratique important, à un terme républicain et constitutionnel important. Je ne sais pas si on est à un tournant historique, je crois que c'est Mélenchon qui a dit: «On est en 1788», vous voyez? Bon, c'est idiot, il y a pas de on sent pas les Français révolutionnaires. On les sent, décidés à changer tout le temps, dans une espèce de course, éperdue, vers on ne sait quoi. Mais en même temps, Michel, nous avons eu souvent un talent mortifère, celui de la guerre civile. Je ne parle pas de la Saint-Barthélemy, mais même après la Saint-Barthélemy, nous étions au bord d'une guerre civile relativement souvent dans l'histoire de la France. Oui, mais heu, je ne crois pas au thème de la guerre civile parce que, je pense vraiment, que, c'est pas du tout un état d'esprit de la jeunesse qui, au contraire, Non, répugne à s'engager, hein et quand même, qu'est-ce qui se bat dans les guerres civiles? C'est pas les vieux papas, hein, c'est les jeunes. c'est les jeunes. Bon, donc je pense que ça, non, mais enfin, ils en sont à un état de, heu, de changement permanent, de volonté de changement permanent que quand même rien ne justifie et qui est en plus très pénalisant pour le climat politique et pour la réalité économique. Ça, c'est vraiment non, je pense que si on analyse quand même, heu, depuis, c'est pour ça que j'ai appelé un mes livres «Les derniers grands», parce qu'on a l'impression qu'avec Chirac, même si, les gens l'ont remis en cause, même s'il a été, tenu à la cohabitation, mais au fond, le système de cohabitation entre la droite, entre une droite modérée et une social-démocratie était sans doute l'idéal. Et ça, nous ne l'avons plus, nous ne l'avons plus, ça n'existe plus en magasin. On peut plus compter dessus. Voilà. C'est bien pour ça que la crise qui s'ouvre est très grave. Oui, je pense que c'est une des plus graves, qu'après la dissolution, c'est la deuxième crise, du quinquennat. Vous pensez que la deuxième dissolution est inéluctable? Oui, je dirais, moi je pense qu'une deuxième dissolution est inéluctable. Elle est inéluctable, mais c'est pas ça qui sauvera. Elle est inéluctable, mais si elle, rétablit le même système qu'avant, ça servira à rien. Et la seule chose qu'elle peut arriver quand même, il faut le noter, c'est l'avènement du Rassemblement national et l'arrivée à Matignon du Rassemblement national. Alors avoir le Rassemblement national dans une période où, la FMI, Le Fonds s'intéresse à la monétaire France, le Fonds monétaire international. international s'intéresse de près à la France, on en a les sueurs froides, hein, quand même.
Et au moment où, en plus on est européen, au moment où c'est un des partis les moins européens, qui souvent, donc réclame qu'on réduise les fonds européens, enfin les fonds européens laissés, enfin, donnés par la France. Moi je suis vraiment très, très inquiète sur, le déséquilibre et le chaos qui peut en sortir. Alors je dirais pas chaos parce que bon, faut pas non plus être au-delà de tout alarmiste, mais enfin le désordre, l'attentisme, la perte de temps et donc le déclassement. Voilà, le déclassement. Et en plus, je me demande ce qui se passe quand, la prochaine, note d'une agence internationale, de notation sera dégradée. Là, On peut comprendre, l'inquiétude du patronat aussi. oui, mais à mon avis, on peut comprendre l'inquiétude du chef du gouvernement. C'est bon. Alors maintenant, est-ce que cette inquiétude, accentue la dramatisation? Peut-être, hein, peut-être, c'est un danger. Mais ou est-ce qu'elle simplement, heu, elle la révèle? Et dans ce cas-là, ce serait bien quand même que les gens réfléchissent, c'était fait pour ça, hein. Merci Michel, à très bientôt.